Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de surapprentissage et de dropout. Une des choses qui n'est pas encore été abordée dans ces tutoriels, c'est le surapprentissage. Alors lorsqu'on entraîne un modèle, on essaye bien sûr toujours d'aller le plus loin possible dans l'entraînement. L'objectif est d'avoir un réseau de neurones qui sache faire des prédictions sur des exemples donc qu'il n'a jamais vu. Les prédictions sur les exemples qui sont dans le dataset ne sont pas intéressants, j'ai déjà la réponse, j'ai déjà classé toutes ces informations. Moi ce que je veux, ce sont des prédictions sur des exemples que je n'ai jamais vus. Donc pour ça, j'ai un jeu d'entraînement et je fais tourner ma fonction dessus un certain nombre de fois selon le matériel que j'ai à disposition et le temps que j'ai à disposition. Et ce qu'il faut faire, c'est ce que l'on a fait dans tous les tutoriels précédents, c'est surveiller la courbe d'apprentissage sur un jeu de test ou un jeu de validation. Chaque fois qu'on a fait un entraînement, on a pris le soin d'isoler environ 5% des données pour évaluer justement la capacité de notre réseau de neurones, sa capacité d'abstraction, sa capacité à faire ses prédictions sur des exemples qu'il n'a jamais vus. Quand je dis jamais vus, en fait je veux dire sur des exemples qui n'ont jamais été utilisés par la fonction d'apprentissage. Alors si on regarde la courbe sur ce jeu de test ou ce jeu de validation, on voit que c'est une courbe bien sûr qui diminue, l'erreur diminue de plus en plus avec le temps. Mais ce qui peut arriver, c'est ce que l'on voit sur cette courbe, c'est qu'à un moment donné, la courbe, l'erreur se met à nouveau à augmenter. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement utilisé la fonction d'apprentissage que le réseau de neurones va penser que seules les données qui sont dans le dataset sont des données à classer dans les bonnes classes et que les autres exemples qu'il n'a jamais vus, il ne veut pas les mettre dans ces classes parce qu'il a vraiment cristallisé sur ces exemples. Donc en voyant cette courbe, on comprend ce qu'il faut faire. Si on a notre taux d'erreur sur la base de validation, sur la base de test qui se met à nouveau à augmenter, eh bien il faut arrêter l'apprentissage. Et la question qui se pose est de savoir si l'on peut repousser au maximum cet apprentissage et si oui, comment faire ça. Il existe plusieurs techniques et aujourd'hui on va en voir une et cette technique s'appelle le dropout. La technique est plutôt simple. Ce qui va être fait, c'est que dans chacune des couches de mon réseau de neurones, je vais invalider un certain nombre de neurones, c'est-à-dire qu'ils vont avoir pour sortie 0. On va le faire sur l'ensemble des couches, sauf sur la toute dernière couche, bien sûr, celle qui classe notre information. Et en invalidant un certain pourcentage de neurones qui sera différent sur chaque cycle d'entraînement, en fait même sur chaque lot d'entraînement, ce qui va se passer, c'est qu'en fait on n'entraîne plus notre réseau dans sa globalité, mais on entraîne des sous-réseaux issus de ce réseau de neurones. Et le simple fait de faire ça fait que l'on repousse beaucoup notre surapprentissage et donc on peut aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage de notre réseau de neurones. Bien, comme d'habitude, vous vous en doutez, ces fonctions sont déjà codées dans TensorFlow, donc on va voir comment les utiliser. Il y a une chose qu'il faudra régler, il y a déjà un paramètre à régler, c'est le pourcentage de neurones que l'on veut invalider. Alors il n'y a pas de formule qui nous indique en fonction du nombre de couches, en fonction du nombre de neurones, quel est le pourcentage à retirer, quel est le pourcentage de neurones à retirer lorsqu'on fait un tirage aléatoire. Ce qui est fait en général, c'est qu'on enlève entre 20 et 30% de neurones sur les premières couches et on va jusqu'à 0,5 voire 0,6 sur l'avant-dernière couche. Et au milieu, on augmente tout ça de manière à peu près linéaire. Si on regarde dans la documentation, on va voir qu'on a deux fonctions, mais en fait c'est assez souvent le cas lorsqu'on cherche une fonction dans TensorFlow. Assez souvent, on a notre fonction qui existe dans l'arborescence tensorflow.nn et dans l'arborescence tensorflow.layers. Lorsqu'on avait vu la normalisation par lot, si vous regardez le tutoriel 5 et 6, on a vu qu'il y avait la fonction tf.n batch normalization et tf.layers batch normalization. Ici, on a la même chose avec la fonction dropout.
Beaucoup de ces fonctions en fait sont utilisées uniquement pendant la phase d'entraînement, mais ensuite sur l'utilisation normale du réseau de neurones hein, pour faire des prédictions, on n'utilise plus la fonction. Donc là, dans notre cas par exemple, on va invalider des neurones sur la phase d'apprentissage, mais bien sûr, lorsqu'on utilisera notre réseau de neurones pour faire une prédiction, on ne va pas invalider des neurones. Donc quand on a de telles fonctions, la première chose à faire, c'est écrire un wrapper à qui on va dire « je suis en phase d'entraînement » ou « je ne suis pas en phase d'entraînement ». Et donc ce wrapper appliquera la fonction qui est dans tf.nn, qui elle applique toujours ce que l'on veut faire, et une phase où peut-être on fera autre chose, ou rien du tout. Là, sur la technique de dropout, on ne fera rien, en fait, on ne supprimera aucun de ces neurones. Et c'est ce que font en fait les fonctions qui sont dans tf.layers, c'est qu'elles utilisent les fonctions qui sont dans tf.nn, qui elles appliquent ce que l'on veut faire, mais si on regarde bien sur toutes les fonctions tf.layers, il y a un paramètre supplémentaire training qu'il faut mettre à false ou true, et donc qui applique ou pas la technique que l'on va vouloir utiliser ou pas, selon que l'on soit en phase d'entraînement ou en phase de prédiction. Comme d'habitude, moi je veux voir ce que ça donne, donc on va utiliser le programme du dernier tutoriel sur TensorFlow. Nous avions utilisé sur la base CIFAR 10 un réseau type VGG. Je vais juste ajouter les lignes pour ajouter du dropout. On va faire tourner le programme et on va voir ce que l'on gagne sur l'erreur. Donc voilà le fichier vgg.py de la dernière fois. Ici, vous voyez, j'ai utilisé donc la fonction tf.layers.dropout à qui je donne le pourcentage de neurones que je veux invalider. Donc là, j'en invalide 20%. Et comme je l'ai dit, il faut qu'on dise à cette fonction si on est en phase d'entraînement ou pas. La dernière fois, nous avions créé un placeholder ici, qui est un booléen. Et donc, notre fonction va savoir si on est en phase d'entraînement ou pas. La dernière fois, on l'avait utilisé, vous voyez, sur tf.layers, batch normalization. On avait déjà rempli ici, on avait déjà utilisé ce paramètre. Donc je vais de 0,2 sur la première couche, donc 20%. Vous voyez, j'en ajoute sur toutes les couches. Ici, je suis toujours à 0,2. Ensuite, je passe à 0,3. Là, je suis à 0,4. Et je vais aller jusqu'à la fin. À la fin, sur les dernières couches, je vais mettre 0,5. Alors voilà, j'ai fait le calcul il y a à peu près, pour vous donner un ordre d'idée de temps, j'ai une GeForce 1080 pour faire les calculs, j'ai mis un peu plus de 2h30 pour faire le calcul avec la technique dropout et à peu près autant sans la technique dropout. Alors sur le GitHub, je mettrai les courbes d'erreur sur la base d'entraînement et sur la base de validation avec et sans dropout. Et là, la courbe qui s'affiche actuellement, c'est la courbe qui correspond à l'erreur sur la base de validation, hein, sur le jeu de test, parce que c'est ça qui m'intéresse. Alors comme vous voyez, sans le dropout, je descends à une erreur au minimum, j'ai une erreur de 17%. Ce qui est pas mal, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'avec la technique dropout, j'arrive à descendre à 11,9, on va dire 12% d'erreur. Donc là, j'ai vraiment pas mal gagné sur l'apprentissage. J'aurais pu poursuivre encore un petit peu la courbe. Là, je me suis arrêté à 200 cycles, ce qui est déjà pas mal. Alors vous voyez, ça marche plutôt bien, c'est une technique qui est vraiment très simple et qui permet vraiment de gagner sur l'entraînement. Alors tout de même, attention à ce que je viens de faire, là je n'ai fait qu'un essai. On ne peut pas valider une technique avec un seul essai puisque au début, vous le savez, on fait des tirages aléatoires et en essayant plusieurs fois d'affilée, on peut avoir des résultats un petit peu différents. Donc il faudrait faire des essais statistiques. Bien sûr, je ne peux pas faire 1000 essais parce que ça va me demander un temps fou. J'en ai fait qu'un, mais voilà, il faut savoir que statistiquement, c'est une fonction qui marche plutôt bien. Voilà donc pour cette première technique qui limite le surapprentissage.
Comme toujours, je laisse le code à disposition sur mon GitHub. Le lien est dans la description et vous y retrouverez les courbes que vous avez vues dans cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à faire vos commentaires comme toujours, qu'ils soient positifs ou négatifs, qu'ils soient sur le fond ou sur la forme, dans les commentaires, et j'essaierai d'améliorer mes vidéos au fil du temps. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'incitera à créer de nouvelles vidéos, et en espérant vous revoir à nouveau sur ma chaîne, je vous dis à bientôt.